avait 6 heures de queue. Je me rappelle d'un matin où j'arrive et j'allais vers le stand et là je me fais bousculer par des mecs qui couraient. On leur vend qu'on doit faire le premier stadium e-sport VR au monde. Donc un truc de 1000 mètres carrés. On se rendait dans la salle et là on voyait que en fait le mec il avait mis un PC par terre, tu te prenais les pieds dans le fil quand tu jouais. Je suis assez convaincu que demain le sport sera très connecté, que l'e-sport sera de plus en plus sportif. Peut-être qu'on fera même plus la différence. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir nous avons le plaisir d'accueillir et de recevoir Jean Mariotte, le cofondateur et CEO d'EVA Sport. Bienvenue. Salut Jean. Bonjour à tous. Alors EVA, je vais le traduire en anglais pour Julien Masson évidemment. Donc c'est eSport Virtual Arenas. Voilà, c'est très bien dit. C'est très bien dit. Donc on fait un podcast en anglais exceptionnellement aujourd'hui. Donc qu'est-ce que EVA? Alors vous avez probablement entendu parler, c'est une des startups qui est pionnière dans l'e-sport en France et qui se développe, on va en parler en Europe, aux US, au Middle East. Donc le concept est super intéressant, c'est allier les jeux vidéo avec du physique. Donc l'idée de Jean, qui est un passionné de jeux vidéo, qui est un entrepreneur très créatif, c'est de faire en sorte de créer un divertissement immersif. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous dans un entrepôt de 500 mètres carrés avec un fusil entre les mains connecté et des casques de VR et de vous battre contre un Julien Masson, votre pote, votre patron, votre femme, vos enfants, peu importe. Mais vous vivez dans un univers physique, mais avec un casque réalité virtuelle qui va augmenter cette réalité physique. Et du coup, c'est un concept qui a un carton, évidemment, parce qu'il allie ces deux concepts à la fois tech et à la fois en présence réelle et locale. Donc, il y a 57 salles dans le monde, principalement en France, avec un développement qui se fait à l'international en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, au Middle East, aux États-Unis. Et donc, c'est une croissance qui est très impressionnante aujourd'hui. Donc, il y a eu plusieurs levées de fonds successives pour EVA. 2 millions d'euros en 2019, 5 millions d'euros 2 ans plus tard, pour accélérer le développement à l'international. Et donc, on est ravis de te recevoir, Jean. Bah, merci beaucoup. Super pitch. C'est pas si mal, hein. Je vais te recruter. Ouais. Écoute, bienvenue. Comme tous les épisodes, on a 3 parties. On a une première partie, on est vraiment curieux de savoir comment on se retrouve à développer ce business-là. Donc, c'est la partie 0 to 1, avec aussi, si on peut, avoir une petite partie sur le modèle économique pour nos éditeurs entrepreneurs. Une deuxième partie sur le scale, où on va creuser des points spécifiques avec Émeric qui a devant lui des fiches magnifiques. Ouais, je suis il y en a un qui a travaillé. Ça bosse, il y en a un. Et une dernière partie sur le endgame, en fait. Est-ce qu'il y en a un? Comment tu vois les choses pour la suite? Est-ce qu'il y a une fin et à quoi elle ressemble? Voilà. Bienvenue dans le podcast. Bienvenue. Il s'est énervé sur les emojis, Émeric. Ouais. De toute façon, on peut remercier Vanessa, parce que je crois que sinon, il n'y aurait pas autant d'emojis. C'est ça. Donc, si on revient un petit peu sur les débuts, Jean, peut-être que tu peux nous raconter, parce que d'ailleurs, tu es cofondateur, donc il y a probablement des personnes avec toi qui sont lancées. Bon, comment ça s'est passé alors? Alors, je repars de très loin ou je repars juste de là? Mais tu avais déjà monté des business en plus avant. Ouais, c'est ça. En fait, moi, quand je suis sorti d'école, j'ai été 1 an consultant et j'ai créé une société assez rapidement après. J'ai plus jamais été salarié derrière. Donc j'ai aussi loupé des sociétés, hein. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. C'est les premières en général. C'est grâce à ça que j'ai réussi pas mal de choses avec Eva aussi. Et en fait, ma première société qui a duré plus d'1 dizaine d'années quand même, c'est Smart & Geek. C'est une agence de communication assez innovante où on mélangeait innovation assez poussée technologique et brand. Là où à l'époque, soit on était un publiciste, on faisait que du branding et après on se disait comment on fait du digital, des trucs comme ça. Nous, on mettait vraiment ça au cœur de nos propositions et donc assez rapidement, on a travaillé avec pas mal de grands comptes comme Total, Thales, la SNCF, etc. Et c'est une société qui était très rentable, mais où on n'a jamais dépassé 30-35 personnes, je pense. Voilà. Donc, c'était une super aventure. C'était un people business. Tu avais des conseillers. Boîte de service. Boîte de service, avec un peu de tech. Ouais. Et donc, dans cette société, j'ai recruté en stage au tout début William, qui est arrivé... Voilà, entretien de stage lunaire. Le mec, c'est un génie. Il arrive genre comme la série Suits, quoi. Du coup, je l'ai recruté instantané et il est aujourd'hui cofondateur d'EVA et c'est lui le genius derrière toute la tech d'EVA. Donc ça, c'était un de mes meilleurs recrutements. Recruter des stagiaires. Exactement. Surtout. Les bons stagiaires. Les bons stagiaires, ouais. Il donnait des cours, enfin, il était limite meilleur que ses profs à l'école.
Et Stéphanie, qui aussi a été plus ou moins ma DG à Smart & Geek, qui est devenue aussi cofondatrice d'Eva. Donc on se connaît en fait depuis très longtemps tous les trois. Et on a confiance l'un en l'autre. Et quand on a monté Eva, je pense que c'est assez puissant déjà d'avoir une team. C'était votre délire déjà tous les trois dès le départ, quoi. Alors Steph est pas du tout gameuse. Ouais. Mais elle a tendance à nous suivre dans nos délires. Bizarrement. Quelqu'un qui est qui a les pieds sur terre, c'est ça que tu veux dire. Moi, j'ai pas du tout les pieds sur terre. Je suis le mec greedy de la team. Et après, j'ai Will qui me dit non, t'es un fou, c'est trop compliqué au niveau technique. Et Stéphanie qui me dit attends, comment on va organiser la prod et gérer ça. Voilà, donc on a monté on faisait tourner cette agence. Et en fait, dans le cadre de nos business, il y a la VR qui arrivait en 2013-2014. Par curiosité, même intellectuelle et technologique, on a bien sûr testé le truc. Et en fait, c'est en 2015 où il y a l'HTC Vive qui est sorti, qui révolutionnait un peu l'expérience parce qu'on pouvait déjà se déplacer dans un petit espace de 2 mètres par 2 mètres. Mais rien que ça, en fait, je me rappelle, j'ai admiré une sculpture qui était en 3D, en fait, et je pouvais du coup me déplacer tout autour, etc. Et en 2015, c'était fou, en fait. Et donc là, je suis rentré, je dis à Will, cette techno, il faut vraiment qu'on deep dive ce truc. Je sais pas comment on l'utilisera, mais il faut absolument qu'on... Ouais, c'est ça, parce que pour l'instant, tu pouvais pas la vendre à tes clients. C'était assez loin de de pour l'instant, c'était juste un truc de geek que t'avais kiffé, quoi. Voilà, j'ai dit, je sais pas ce qu'on va en faire, mais par contre, je pense que ça peut être très utile. Dans une approche plutôt, effectivement, boîte de service. Donc là, on creuse le truc, et en fait, assez rapidement... on en est arrivé à proposer des expériences en réalité virtuelle pour des grands comptes. Et on est devenu un des leaders pure player des studios VR qui faisaient des expériences assez cool. Tu nous donnes un exemple ? Ouais, on a fait par exemple Zero Gravity, qui est une super expérience qu'on a fait pour Thales. Donc Thales, ils ont une division aérospace et en fait, on ne le sait pas, mais ils ravitaillent l'ISS. Et donc, on a fait... donc, eux, ils ont besoin de communiquer sur ça, en marque employeur et tout ça. Et donc, on a fait une expérience où, en gros, tu es un astronaute et tu vas sortir réparer le bras qui fait arriver le ravitaillement. Il y a un problème. Enfin, déjà, tu bosses avec une Russe, etc. Après, il y a un problème. Ton câble se claque, donc tu finis dans l'espace, tu rattrapes le... Enfin, bref, ouais, comme dans le film, quoi. Exactement, comme dans le film. Voilà, donc ça, on le mettait dans les salons, gros succès, marque employeur, etc. Donc voilà, on a fait pas mal de trucs. On a travaillé en F1 aussi avec Romain Grosjean. Tu l'as quand même utilisé dans ton business d'agence. On a fait des formations incendie pour SNCF. Voilà, on a fait plein de trucs assez sympas. Et qui codait du coup? C'était William? Non, après on a commencé effectivement à recruter une équipe qui faisait aussi de la 3D et William codait, ouais, tout à fait. Mais modèle pas très scalable, parce qu'à chaque fois tu fais du projet modèle pour un gros client, service, tu fais du dev custom pour ces gros clients. Et surtout tu arrives avec une idée de dingue et puis tu sais après tu te la fais t'as 50 réunions. Ah non mais ça on peut pas, et ça oui et ça si, et au final t'as cette frustration là. Et donc là c'est comme ça que t'arrives à Eva Sport après? Et en fait, à un moment donné, pour marketer, parce qu'on était Smart & Geek, on faisait pas que de la VR. Et en fait, pour gagner en crédibilité, on a décidé de créer une marque. C'était pas une société, mais juste une marque commerciale, Smart VR Studio. Et en fait, pour lancer ce Smart VR Studio, on s'est dit, on va faire une soirée, on va inviter la presse. Et pour ça, on va faire une démo. Et en fait, on a créé une démo qui s'appelle Top Floor. Le concept est simple, c'est que tu es dans un ascenseur, tu arrives en haut d'un building à New York. Là, tu as une poutre et tu dois marcher au bout de la poutre. Et après, trip Vanilla Sky, si tu veux retourner la réalité, tu n'as qu'un seul moyen, c'est sauter si tu veux retrouver la réalité. L'horreur. Donc là, tu marchais déjà dans l'expérience. Ouais, déjà là, on avait, on pouvait faire du 5 mètres, tu vois, c'était la technologie HTC Vive à l'époque. Et en fait, on fait ça et on fait un buzz de fou avec TF1 qui nous demande d'amener l'expérience sur le truc. Et là, on commence à avoir aussi des salles qui nous demandent la licence de ce jeu, entre guillemets. Et là, on se dit, en fait, il y a un modèle de licensing avec le produit et le jeu qui est assez cool. Et effectivement, je le dis pas, mais on a toujours été... moi, à titre personnel, je suis très connecté au monde de l'e-sport et gamer.
On avait organisé des soirées, enfin des activations avec Just Eat, par exemple sur StarCraft 2, si vous connaissez. Hashtag pas ce soir, j'ai pas envie de me faire manger parce que je joue et donc je commande chez Just Eat. Donc on a fait des trucs assez cool en tant qu'agence là-dessus. Donc bref, on se dit, voilà, on commence à se dire, ah, tiens, je commence à me dire à ce moment-là, c'est marrant, il y a peut-être un business pour licencier ça. Bref, on continue l'aventure Smartverse Studio. Ça se passe voire très bien parce qu'on était vraiment, je crois qu'il y avait 3 studios à l'époque en France qui prenaient tout le marché. Et puis à un moment donné, on se pose et moi je cherche un genre de Call of Duty en fait pour jouer quoi en tant que client. Je le trouve pas. Et à un moment donné, je me dis, en fait. Je pense qu'on devrait lancer un FPS, donc un fast shooter. Et on lance ça de manière très, très insouciante parce qu'en fait, on n'a aucun background en développement de jeux vidéo. Donc nous, on est plus des gens de la tech, quoi, en fait, finalement. Ouais, et puis tu sais que l'univers du jeu vidéo, ça consomme du people, quoi. En fait, on a fait Zero Gravity, on a fait de la 3D, etc. Mais c'est des expériences qui sont quand même ultra légères par rapport à ce que peut représenter le fait de développer un jeu de tir compétitif avec la volonté d'avoir une qualité qui est celle qu'on connaît dans les jeux qu'on joue et qui sont développés par des budgets à plusieurs centaines de millions. Donc, honnêtement, si j'avais pas eu cette insouciance, je pense qu'on l'aurait même pas fait. Mais du coup on a lancé ça et bon an mal an, là on arrive en 2017, on arrive avec un jeu qui n'est pas du tout en free roaming, hein, qui se joue potentiellement à la maison, vision B2C, etc. Mais le jeu est pas incroyable, mais on a développé quand même une base de moteurs de shooting, etc. Et avec ce jeu on commence un peu à distribuer la licence dans des salles de VR qui s'ouvraient et ça fonctionne plutôt bien et on commence à faire des premières compétitions. À l'époque, voilà, ça reste très très light, hein, mais il y avait des petites compétitions qui se créaient. Donc tu avais un pod de 4 personnes et chaque joueur avait un espace. Donc il pouvait quand même se baisser, se tourner, mais pour avancer, il utilisait son joystick. Mais pas convaincu encore à 100%. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand vous avez un produit, mais vous n'avez pas encore l'impression d'avoir craqué le code. Et donc, je continue à me dire, mais qu'est-ce qui ferait la différence? Et à un moment donné, je sais qu'on a cette discussion, on se dit, en fait, ce qui serait incroyable, c'est vraiment d'arriver à jouer sur un terrain de foot, quoi. Parce que là, je me suis un peu chauffé. Ouais. Stade de France. Il faut savoir qu'à l'époque, aucun casque ne permettait d'aller au-delà de 9 mètres carrés. Maintenant, on a des casques qui le permettent, mais à l'époque, c'était vraiment... la techno, elle n'existait pas. En fait, tu avais 2 technos. Tu avais une techno avec des caméras dans la salle. Ouais. Je trouve que c'est une forme d'infrarouge qui te traque où tu es. Et l'autre techno qui est en reconnaissance d'environnement. Mais dans les 2 cas, en fait, ils n'arrivaient pas à aller plus loin qu'un grand espace parce qu'après, tu avais trop de drift. Donc en fait, tu marches 1 mètre. Réellement, si virtuellement, tu as fait 1,10 m, c'est pas très grave. Mais si tu fais ça sur 30 mètres, en fait, le drift à la fin, il est trop important et du coup, c'est un peu embêtant. Bref, du coup, je lui dis, ok, mais c'est ça, essayons de le faire, etc. Donc et là, tu avais un problème techno, tu avais déjà un problème techno pour arriver à en faire un vrai jeu. Et tu avais aussi un problème de ressenti, non? Tu me disais. Alors aussi... oui, en fait, ce qui se passe, tu as raison, c'est que dans le jeu qui n'était pas en déplacement libre, donc on appelle ça le free roaming, il y a un moment donné où tu appuies sur un joystick pour te déplacer et donc toi, tu ne marches pas, mais par contre, ton personnage marche, avance. Et potentiellement assez vite parce que c'est en mode Call of Duty, tu vois. Et ça peut te donner de la nausée et du motion sickness. Donc on avait plein de techniques. J'ai lu tout ce qui pouvait exister sur le sujet pour comprendre comment fonctionne l'oreille interne, etc. Et on réduisait le champ de vision, par exemple. Plus on avançait vite, plus on réduisait le champ de vision. Donc ça réduisait fortement le pourcentage de gens qui ont du motion sickness. Mais on n'était pas à 0. Et mine de rien, il suffit que tu aies 1 ou 2% C'est les 1 ou 2% qui vont te mettre un commentaire. En fait, qui vont dire attends, je suis la gerbe, j'arrête. Donc, au final, c'est compliqué. Alors qu'en free roaming, à l'échelle 1-1, tu te déplaces, tu marches, tu n'as aucun sujet. Mais surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que en tant qu'expérience, je trouve, à partir du moment où tu te déplaces sur un grand espace et que finalement, le fait de te déplacer dans ces grands espaces te déplace dans la map,
en fait, en termes d'immersion, c'est juste incroyable. Et plus l'espace est grand, plus c'est immersif. Voilà, donc on entreprend la R&D là-dessus et on loue un hangar dans le 77. Il y a des trous au plafond, des pigeons et compagnie. Julien Laure qui dort dans un coin. Ouais. Exact. Voilà. Et donc on fait nos premiers tests là-dessus et ça marche, enfin pas dingue. Et en parallèle, on était en train de lever des fonds. Enfin en parallèle, on commence à se dire qu'il faut qu'on lève des fonds. Et concrètement, c'est vrai qu'on a vendu un peu un truc qui marchait pas vraiment encore. Non, mais comme l'expérience était vraiment différenciante, je pense qu'ils étaient un peu indulgents sur la qualité peut-être. L'expérience était quand même différente. Déjà de base, ça n'existait pas trop. En fait, c'était vraiment un précide à l'époque. Et comme ils ont vu ce qu'on avait fait sur SmartVR Studio, je pense qu'ils se sont dit qu'on était quand même assez sharp et qu'on avait runné le business et qu'on était finalement aussi reconnus comme les experts en réalité virtuelle en France et compagnie. Non, je parlais plutôt du côté utilisateur, parce que tu dis que ton produit n'était pas complètement abouti, mais d'un autre côté, c'était quand même une expérience assez innovante. Oui, non, c'est sûr. Donc ils sont un peu plus indulgents. Ouais, tout à fait. Mais quand même, la thèse, on a levé avec Trust eSport, qui du coup a compris notre vision e-sport du projet. Parce que c'est vrai qu'on peut voir Eva comme finalement un acteur du loisir. Là où nous, on a toujours eu cet ADN e-sport et / gamer. Ouais, donc ça, c'était ta vision du temps 1, celle-là. Ouais, exactement. Et c'est ce qui a fait la différence. Enfin, on va y revenir. Mais... Ouais. Voilà. Et donc, on arrive à lever des fonds, ce qui nous permet quand même d'accélérer sur la R&D. Et en même temps, on a cette Paris Games Week en 2019 qui arrive. Et grâce au VC, qui avait des contacts avec la Paris Games Week, on leur vend qu'on doit faire le premier stadium e-sport VR au monde. Donc un truc de 1000 mètres carrés. Et que comme la Paris Games Week c'est franco-français et que la Gamescom c'est l'événement en Allemagne qui est international, il faut que la Paris Games Week en fait brille. Et donc nous on va les aider à faire un truc qui va être une première mondiale. Un beau défi. Voilà. Donc ça c'est en juin, le truc marche pas et la Paris Games Week c'est en octobre. Okay. Voilà. Donc là s'ensuit une petite période de rush intense sur ça. Mais je me souviens quand même de ce moment, parce que je sais pas, il m'est resté gravé. Et en plus, c'est un moment hyper perso parce que j'étais quasiment tout seul. C'est qu'en fait, je suis à William m'appelle et me dit faut que tu viennes jouer. Je pense que là, ça commence à bien tourner. J'ai craqué ci, j'ai craqué ça. J'y vais. Et là, on fait une game. Honnêtement, c'était incroyable. Et là, en fait, j'ai enlevé le casque et j'étais comme un enfant, en fait. Tu vois, genre. Ouais, ça y est. En gros, t'avais craqué le code, quoi. Voilà. J'ai eu cette sensation, enfin. Après plusieurs années quand même, d'avoir réussi ça. Et j'avais mon directeur commercial à l'époque, je l'ai appelé à ce moment-là parce que c'est aussi un ami, et je lui ai dit je viens de te faciliter ton job là pour les prochaines années. C'est bon, à partir de maintenant je sais qu'on a le produit, il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, et l'aventure Eva a démarré comme ça. Ça s'appelait même pas Eva à l'époque, on n'avait pas encore le nom en tête. Mais du coup, je pense que c'est un bon moment de charnière parce que du coup, t'arrives, ça y est, le produit est là, tu sais que tu vas pouvoir le commercialiser. Et il y a un point qu'on voulait creuser avec toi, c'est justement sur le scale, c'est que tu as scalé, tu as décidé de partir en franchise. Et parce que tu t'es dit que c'était un moyen plus rapide, parce qu'en fait, il faut développer des centres dans lesquels tu vas pouvoir faire justement tes e-games virtuels. Et tu te penches vachement sur la franchise parce que elle est complexe. Elle est complexe parce que c'est pas juste, tu vas pas ouvrir une franchise de Burger King. Tu dois trouver l'endroit, tu as de l'immobilier, tu as de la techno. J'imagine que ce que tu disais, si jamais la techno elle marche pas, l'expérience elle est pourrie et donc du coup c'est compliqué. Et puis en plus tu veux créer une communauté, donc tu t'en crées les événements. Donc voilà. Est-ce que tu peux revenir sur pourquoi tu es parti sur la franchise et du coup ce que ça englobe, parce que c'est vraiment une franchise 360 quoi. Ouais, bah en fait, on sait même pas qu'on veut faire de la franchise à ce moment-là. On est juste déjà dans une approche où est-ce que le produit va plaire au grand public. C'était vraiment le premier POC qu'on a voulu valider. Et la Paris Games Week nous a beaucoup aidé à ça. Donc ça a marché la Paris Games Week. T'étais prêt. C'était incroyable. Honnêtement, ouais, ça cartonnait. J'ai pas encore vécu un moment d'entrepreneur aussi fort. On était vraiment personne au début de la Paris Games Week. Et à la fin de la Paris Games Week, même sur les réseaux sociaux, en gros, les gens disaient allez juste à la Paris Games Week pour tester ça. Il y avait 6 heures de queue.
le matin, je me rappelle d'un matin où j'arrive un peu en retard parce que ça démarre à 8h30, un truc comme ça, et j'arrive vers 9h et j'allais vers le stand et là je me fais bousculer par des mecs qui couraient parce qu'en fait ils voulaient comme les soldes chez Carrefour, quoi. Ouais. Et franchement c'était incroyable, vraiment c'était une expérience, même la team qui avait travaillé sur le jeu, etc. Enfin ils étaient là. Donc là ça marche. Donc là on sait qu'on a des clients potentiels et donc effectivement on a commencé à mettre en place le modèle de franchise. Alors pourquoi franchise ? Mais pour l'instant, au départ tu le vendais à qui ? Là tu as fait un événement, mais avant de monter le modèle de franchise, tu le vendais à qui ? Ouais, parce que là tu as vendu le projet à la Paris Games Week à ce stade. Même pas vendu, mais oui, enfin ils nous ont permis de le faire. Mais tu l'as pas encore monétisé. Tu n'as pas encore monétisé. On a du coup commencé quand même on n'a pas encore monétisé. On a commencé en fait la commercialisation en même temps que la Paris Games Week et avec effectivement un modèle de franchise. Et la raison numéro 1, c'est qu'on s'est dit que il fallait qu'on reste une boîte tech et qu'on voulait pas se perdre dans l'exploitation. Par contre, on aurait pu se dire qu'on fait une salle en propre. Oui. Qu'on attend pour tester. De valider le modèle. Au moins pour tester. Et c'était une option qu'on avait encore en tête à l'époque. Sauf que post Paris Games Week, on se prend, je sais pas moi, 15-20 requests sur le jeu. Donc, en fait, les requests, excuse-moi, c'était les gens qui te demandaient d'ouvrir une salle. Ouais, c'est quoi ce concept ? Est-ce que je peux l'ouvrir ? C'est génial, etc. Et donc, voilà. Donc, du coup, en fait, on se dit, dont des mecs assez solides qui ont déjà des choses dans du loisir, par exemple, qui ont déjà des bâtiments, parce qu'on y reviendra, mais le real estate est un énorme sujet par rapport au scale dans ce business. Et donc, on y va, en fait, en disant, si on fait notre salle, en fait, on va pas réussir à accompagner ceux qui veulent ouvrir correctement. Donc, soyons focus sur les aider à ouvrir. Et donc, on arrive quand même à signer une dizaine, assez rapidement, une dizaine de franchisés. Donc, c'est des gars qui ont quand même un profil un peu entrepreneurial parce qu'il faut ou qui ont déjà du business à côté. On les appelle des pionniers nous, dans nos personnages. Et du coup, quand tu... Qu'est-ce que tu leur vends ? Qu'est-ce que tu leur mets à disposition du coup ? Tu leur dis les gars, il va falloir vous trouver une salle. On leur vend en fait, on leur vend ce qui s'est passé. On vend surtout l'expérience de Paris Games Week, quoi. On leur dit, il y avait 6 heures de queue, le truc est dingue. Et en fait là, on a un business model de location based VR, ça s'appelle, qui va être top. Et donc effectivement. Le franchisé doit trouver son local, on l'aide, etc. Mais maintenant, on a une team de real estate, mais avant, on l'avait pas, etc., etc. Donc, c'est vrai que ça a été assez sport quand même d'accompagner ces franchisés, d'autant qu'on a eu le Covid quand même qui est arrivé moins de 6 mois après. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même arrivé très, très vite derrière. Parce que quand tu parlais de la franchise tout à l'heure, je disais que c'était 360, c'est-à-dire que c'est pas juste trouver un bâtiment, ton histoire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le modèle de franchise, il est quand même ultra vertueux au niveau du scale, dans la mesure où plus tu signes, plus t'es cash positif. Alors que dans des modèles de SaaS ou autres, en fait, plus tu grossis, plus tu vas burn du cash avant d'atteindre une rentabilité qui peut être assez loin potentiellement dans ton PNL. Et du coup, nous, ce qui est génial, c'est que plus on signait en fait des franchises, avec les droits d'entrée, avec aussi les setups à payer au départ, même avant d'avoir le revenu récurrent, en fait, on a un modèle qui est déjà très positif. Parce qu'on parle beaucoup du modèle, mais comment il se décline un modèle de franchise, c'est-à-dire que surtout sur ce métier-là. Juste pour le comprendre, pour les auditeurs, c'est-à-dire que tu prends le droit d'utilisation de la marque et du logiciel. Il y a 3 choses en fait. C'est le droit d'entrée. On va dire ça, c'est en gros pour dire bonjour. Après, tu as le setup, ce qu'on appelle nous la pré-production, qui intègre aussi l'achat du matériel, plus la configuration globale et aussi une quote-part R&D de notre produit. Donc ça, c'est avant d'ouvrir. Et après, à l'ouverture, on prend un fixe fee qui est la licence du jeu et le support. Et un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Des royalties. Des royalties, ouais. Exactement. Et du coup, si on peut revenir sur finalement ce que tu leur mets à disposition, parce que tu disais tout à l'heure, évidemment, quand tu as grossi, tu as commencé à prendre une team real estate, parce qu'en fait, j'imagine qu'il faut quand même certaines caractéristiques. Déjà, il faut le trouver, il faut prendre le bail, il y a quand même tout un savoir-faire là-dessus. Et puis derrière, comment tu leur mets à disposition une tech, mais du coup, il faut bien que tu achètes le matériel, comment tu as sourcé du matériel pour arriver à pouvoir l'installer, comment tu as organisé tout ça, quoi. Ouais, parce que même si le matériel, peut-être, il n'existait même pas.
Alors en fait, on a... je pense qu'on a été assez bon sur ça dans le sens où tout de suite on s'est dit, c'est peut-être notre passif de tech entrepreneur où on aime bien les process et tout ça. Où en fait, y a dans la franchise, on a un truc qui s'appelle le manuel opératoire que tu dois délivrer aux franchisés. Nous, on l'appelle Bible, mais en gros, très vite, on a commencé à formaliser la Bible d'Eva. Donc ça allait de tout le process d'exploitation, les configurations des ordi, etc., jusqu'à la couleur des murs, comment tu dois accueillir le client, comment tu dois pricer, etc. Donc l'expérience client était vraiment chiadée dès le départ. Ouais, on a travaillé très vite là-dessus, ouais, effectivement. Et je pense que ça, elle doit faire 200 pages la Bible aujourd'hui, mais c'est un travail qui est quand même assez fastidieux à faire, mais qui nous a permis aussi, nous, de rendre t'as formalisé, t'as quand même Exactement. formalisé tout ce que tu avais intuité et que tu as mis en place pour la fameuse semaine là. Tout ça, tu as dû décortiquer toutes les briques. Donc il y a la partie salle, il y a la partie techno, il y a la partie comment tu montes les process, comment t'opères. Et puis j'imagine aussi qu'après il y a toute la partie entertainment, parce que derrière c'est une communauté qui se retrouve. Je sais pas, vous avez un bar, les gens. On a un bar, oui, effectivement. Tu vois, on a même des restaurants. Voilà. et donc du coup, t'as été dans tout ce concept-là. Ouais, bah comme à chaque fois, en fait, on a, je pense, en culture entreprise, on y va à chaque fois à 100% et on n'attend pas, on y va beaucoup à l'intuition. On est allé beaucoup à l'intuition avec une conviction forte de c'était quoi l'expérience client à ce moment-là. Et donc, on a formalisé. On a pris un archi, tu vois, on a designé ce qu'est un Eva aujourd'hui. Et quand tu vas dans n'importe quel Eva, tu retrouves quand même cette signature même de design du lieu, avec le cyberbar que tu retrouves partout, les mobiliers qui sont tous les mêmes, les murs. Les couleurs un peu noires. Parce que c'est super important, parce qu'en fait, ton risque, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu pars sur une franchise et puis que ça se dilue et qu'en fait, t'es des mecs qui montent un truc qui ressemble pas à ce que toi tu voudrais, que l'expérience soit pas bonne. Et donc, en fait, tu retrouves pas le concept, la techno marche pas et puis ça te fait une expérience qui est pourrie, des revues qui sont pourries et du coup, ça vient pénaliser ta marque, quoi. Ouais, puis ça, en fait, ce truc-là, on l'a appris avant Eva, dans le sens où, tu sais, quand on avait créé le jeu en mode pod, et qu'on l'a distribué on l'a licencié, en fait, ce jeu dans des salles qui n'étaient pas les nôtres, en fait, des salles qui faisaient plein de jeux différents. On voyait des commentaires en mode, le jeu, il est pas top. Et du coup, on se rendait dans la salle et là, on voyait que, en fait, le mec, il avait mis un PC par terre, tu te prenais les pieds dans le fil quand tu jouais. Et du coup, en fait, t'as une mauvaise expérience du jeu, mais elle n'est pas forcément uniquement liée au jeu en tant que tel. Donc, en fait, on s'est dit, il faut qu'on aille vers un truc turnkey complet. Complètement packagé. Ouais, mais ça, il a raison, parce que c'est vrai que les salles de verre, avant, même en région, c'est des trucs tout chipouilles, tout dégueulasses, avec un vieil ordi qui tourne. C'est ça. Et là, t'as pété le truc, quoi. T'as fait une vraie expérience de A à Z, quoi. Ouais, on avait un mindset McDo, en fait. Et comment tu t'assures justement qu'après, ils appliquent bien la Bible? C'est-à-dire qu'après, le franchisé, tu vas, tu le surveilles, tu passes derrière, tu vas jouer eux-mêmes, t'envoies des mecs pour jouer. Bah, en fait, au début, ils étaient pas beaucoup, donc c'était facile. Ouais. C'est plus challengeant maintenant, alors qu'on a plus de process. T'envoies le client mystère, c'est un mec de son équipe qui va jouer là-bas, qui dit rien et qui dit en fait les mecs. Patron incognito. Ouais, nous on est. Bah, moi je suis pas du tout incognito, mais on a. On t'a reconnu avec ta perruque. On commence à développer les clients mystères, c'est hyper important. Mais je pense que hormis le contrôle, il faut surtout driver les franchisés pour que eux ils aient conscience que ces points-là, c'est pas pour les contrôler, mais parce que c'est positif pour leur business de le faire correctement. Et c'est ça, en fait, on parle souvent de développer sa culture d'entreprise. Nous, on a travaillé à développer notre culture d'entreprise, mais en fait, on se rend compte aujourd'hui que maintenant, il faut qu'on développe la culture du réseau de franchise. Parce que mine de rien, aujourd'hui, il y a 500 personnes, rien qu'en France, qui sont indirectement salariés d'Eva. D'une franchise Eva. Et donc, cette culture-là, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est mal. Et juste, je reviens juste sur cette notion de franchise. Tu as une sélection draconienne, non? Tu me parlais de McDo. Alors, à l'époque, on est toujours très loin de McDo, parce que McDo, ils font des assessments, puis 6 mois après, ils te disent si tu as eu la chance d'être sélectionné, etc. On n'en est pas là. À l'époque, on n'était vraiment pas du tout là. Ouais. En fait, à l'époque, celui qui voulait signer, on le signait. Tu penses qu'il passe? On vérifiait pas s'il était solvable, si ça ici. Tu peux plus passer, un bon c'est fini. Hein. Le temps béni est fini pour toi. Maintenant, on a effectivement énormément step up sur le scoring du candidat et on a défini beaucoup de critères.
qui fait qu'on sécurise au maximum le succès en fait de la salle. Et c'est quoi pour toi du coup le profil type d'un gars où tu sais que ça peut le faire? Il nous écoute peut-être. Ouais. Alors le profil type, si tu veux ouvrir une salle de... si tu veux. Ouais. Non, mais t'as un enjeu, faut avoir la ref. Le profil type, c'est quelqu'un qui a un background déjà entrepreneur, qui est communicant, parce que mine de rien, c'est un métier de commerçant, il faut faire venir les gens dans une salle. Deuxième truc, il faut qu'il soit localement implanté dans un monde idéal, parce que pareil, quand tu vas... je prends l'exemple de Valence, par exemple. On a ouvert à Valence, qui n'est pas une très grosse ville en soi. Par contre, les franchisés là-bas, ils ont déjà eu des business de type bar, etc. sur Valence. Ouais, et quand ils ont ouvert, ils ont un réseau. Et quand ils ont ouvert, ils ont dit qu'ils allaient ouvrir un Eva. Entre guillemets, tout Valence était au courant. Et leur lancement, il était fulgurant. Ils étaient, je crois, ils étaient top 2 ou top 3 du réseau au bout du 2e mois. Ce qui est exceptionnel. Et donc, voilà, ce background entrepreneur, cette connaissance de l'écosystème local, il est clé pour trouver un local, pour avoir le support de la mairie ou autre, et pour ramener les gens finalement dans ta salle aussi day to day. Puis avoir des reins un peu solides. En fait, la solvabilité maintenant, effectivement, à l'époque, on l'avait déjà, la solvabilité, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un critère qui effectivement doit être là, mais qui finalement, dans notre pondération, il arrive maintenant, il est moins important qu'avant. Et tu l'as dit, un point sur lequel je voudrais revenir, c'est quand on voit ton business de loin, on n'a pas forcément l'idée de toute la tech qu'il y a derrière. C'est un métier qui reste très très tech, très compliqué pour que justement tu aies une expérience utilisateur qui soit dingue. Comment tu as réussi à passer de ton POC à vraiment une tech qui est robuste, et puis qui est d'autant plus robuste que justement ton entrepreneur qui la monte, lui, il a peut-être pas du tout envie de se poser les questions, il a pas du tout ton parcours, et c'est d'ailleurs ce que tu voulais garder. Tu voulais garder une ADN très tech, et c'est pour ça que tu as franchisé. Comment vous êtes mis à développer? Ça vous a demandé quoi là pour arriver à faire un produit un peu fini pour vous franchiser? Le jeu, on a commencé finalement à développer les débuts du jeu et de la techno en 2017. On a créé la boîte en 2019, mais finalement on avait quand même déjà des choses, des briques. Et le jeu, on le développe encore aujourd'hui. Et je pense que ce qui fait la différence, ce qui nous différencie d'ailleurs de toute la concurrence, c'est que on va de manière globalement sur tous les sujets qu'on investit, on va dans le détail surtout très très loin. Sur le jeu, je me rappelle qu'on a eu des discussions sur quelle taille devait faire la barre de vie au-dessus de toi pour qu'on la voit correctement. Et enfin, voilà, tous les détails sont importants. Quand tu joues, tu te rends pas compte. Tu dis juste « Ah, c'est bien ». Mais en fait, ce bien, il est la somme de plein de petites choses qui se suivent. C'est la même chose pour l'exploitation. En fait, enchaîner, faire une démo, entre guillemets, à la Paris Games Week, versus exploiter de samedi 10h à samedi 1h du matin avec des Game Masters qui n'ont pas une formation d'ingénieur et qui doivent opérer toute la journée sans rupture de service, ça demande en fait de pousser tous les points de détail qui vont créer ta routine d'exploitation, développer des softs qui vont te permettre de gagner 10 secondes par là, 20 secondes par-ci, pour que l'interpartie soit réduite au maximum, etc., etc. Donc tout ça, c'est un travail assez monumental pour avoir un produit qui est passé d'un proto à un truc qui est industrialisable en franchise. Et puis pareil, le déplacement des mouvements, ce qu'on dit un gros QR code au sol, c'est quoi ça? En fait, le casque qu'on utilise aujourd'hui, il a une technologie avec des caméras qu'il a sur lui. Et en gros, on fait un apprentissage de l'environnement. Et donc, pour lui faciliter son apprentissage de l'environnement, on a créé une sorte de gros QR code au sol et aussi des patterns sur les murs. Et en fait, dans cet espace-là, il n'y a aucun pattern qui se répète. Ce qui fait que lui, quand on lui apprend son environnement, il va savoir à un moment donné où il est, et ce qui est l'objectif pour qu'il n'y ait pas de drift entre les joueurs. Mais par contre, là où on a apporté une technologie en plus, nous, c'est que ça marche à un joueur, mais comme chaque casque fait son propre apprentissage, au final, tu peux avoir du drift entre les joueurs. Et comme on fait de la compétition, il faut que ce soit ultra précis. Drift, c'est-à-dire que quand tu te décales d'un mètre dans le jeu ? En fait, ça veut dire qu'entre deux joueurs, tu peux avoir à un moment donné un drift entre l'avatar virtuel et réel. Ça veut dire...
Bah, si par exemple il y a 1 mètre de décalage, ça veut dire que moi, en fait, je te vois virtuellement là, mais à droite, il n'y a personne, donc je passe à droite. Sauf qu'en fait, à droite, il y a la vraie personne. Et là, boum, le choc. Voilà. Et ça, c'est un risque de collision. Et ça, comme tu es rentré dans quelque chose sans le voir, ton corps n'est pas prêt, ne s'attend pas à ça. Même à basse vitesse, c'est très violent. Et du coup, cette précision-là, on a mis beaucoup de temps à aboutir à cette perfection dans le tracking et dans le zéro drift, là où d'autres expériences de VR, où tu visites des pyramides ou des trucs comme ça, qu'on est allé tester, il y a du drift, et c'est pas très grave en fait, parce que tu visites une pyramide et au final, t'es pas en train de courir, te baisser, et donc c'est pas très important. Nous, comme on fait de l'e-sport, t'as juste pas le choix. Voilà. Donc ça a été vraiment un gros challenge. Et je vois le temps qui passe. Petite dernière question. Tu nous as dit que tu étais dans un escalier. Comment on part à l'international? C'est parce que j'imagine qu'il y a quand même aussi franchement une culture un peu française. Enfin, tu as développé ça en France. Comment on importe un truc qui n'existe pas et comment on crée une nouvelle catégorie, hein? Parce qu'en fait, tu as créé une catégorie du sport. Parce que l'e-sport existe, est pratiqué, etc. Tu les vois tous derrière leurs ordi, mais toi, tu cours à côté, quoi. Donc, comment tu crées une catégorie et comment tu exportes ça et que tu fais connaître ça à l'étranger? Je pense que ce qui nous permet de scaler à l'étranger globalement, c'est que notre focus numéro 1, c'est l'expérience joueur. Devant tout, devant le business model, devant tout. Et en fait, c'est ça qui nous obsède. On veut qu'on soit la meilleure expérience au monde en VR. Deuxième truc, c'est que je pense que pour réussir le scale, il faut savoir dire non. À chaque fois, en fait, on a des mecs qui viennent « Bonjour, je veux faire ça, mais... moi j'ai aussi un karting à côté, ou je vais faire ci, ou il y a un poteau au milieu, est-ce que vous pouvez me faire une map custom pour... Non. En fait, on a un produit, tu le prends pas, et c'est comme ça qu'on arrive à scaler. La grosse force d'Eva, c'est qu'on n'a pas adapté le produit quand on va à l'international. On a sorti le produit aux US, au Middle East, en Asie et en Europe, et en fait le fit joueur, il est le même. Donc ça, c'est quand même... Ouais, t'as pas besoin d'adopter culturellement non, parce qu'on a repris les codes de jeux qui sont mondialement connus et au final, tout le monde adhère. Tout est en anglais. Alors, tu dois adapter, par contre, le reste, type le food and beverage, etc. Mais hormis ça... le gros, tu l'adaptes. Ouais, mais ton point qui est compliqué, c'est qu'il faut que tu trouves tes fameux pionniers, tes entrepreneurs là, qui vont ouvrir ça. Et ça, à Valence, tu peux le trouver, tu as ton réseau. En plus, tu sais tout de suite si le mec il est connecté ou il est pas connecté. Comment tu gères ça? Comment on trouve les porteurs de projet? Peut-être d'un point de vue contractuel, d'un point de vue... c'est un changement, je pense. Alors, en fait, trouver un porteur de projet, je trouve en franchise, c'est hyper compliqué parce que... tu peux pas trop prospecter. T'es pas comme dans un business où tu vises tous les directeurs marketing de tel grand compte. Et donc, nous, on a toujours fonctionné avec de l'inbound. 100% inbound. Donc, on a monté une machine de guerre d'inbound marketing. Tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui écoutent? Concrètement, c'est tu fais... Il y a une grosse partie qui est de générer du trafic sur ce qu'on appelle des landing pages. Donc, une landing page, c'est vraiment une one page. Comme un one-pager où tu vas pitcher en fait ton produit et dans lequel tu vas aussi essayer de le qualifier. Par exemple, notamment, quel est votre rapport quel est votre rapport personnel à disposition. Et donc, tu remplis les cases, tu remplis le formulaire. Ça arrive dans un CRM. Et derrière, en fonction de comment il a été qualifié, il est traité par l'équipe sales. Donc en fait, ça demande quand même de te faire connaître. En fait, il faut que tu crées du trafic, les gens s'intéressent à toi et à ce moment-là, tu récupères des infos et puis là, tu attaques. Exactement. Et après, pour le closing, il faut développer l'awareness. Donc une fois que tu as ce trafic-là, typiquement, un truc comme la Paris Games Week nous donne beaucoup de crédibilité parce que tu as des articles de presse, etc. Et donc, c'est cette génération, c'est comme quand tu fais du recrutement, en fait. Tu dois avoir des candidats, mais il faut aussi la marque employeur si tu veux à un moment donné le signer. Donc, c'est ce duo-là. Toi, leur faire tester le produit, c'est la meilleure des pubs, j'imagine. On a 30% de nos leads qui viennent des salles ouvertes. Mais quand tu ouvres un nouveau pays, encore faut-il ouvrir la première salle. Oui, il va pas faire 6000 bandes pour tester. Ouais. Exactement. Je pense qu'on peut partir sur la troisième partie parce que là, on a abordé l'international et je pense que peut-être on va aborder maintenant. Mais finalement, c'est quoi le endgame? Parce que tu es passé de 1 à 57 salles. Tu es quasiment dans tous les pays, dans tous les continents. On est au début de l'international quand même, mais oui. Quand même. C'est quoi ton ambition? Elle s'arrête quelque part? Il y a un horizon que tu t'es fixé? En fait, souvent, tu sais, quand il y a des startups, on dit souvent qu'elles ont fait des pivots. Nous, on n'en a jamais fait. On a toujours... la vision qu'on a de 2019, elle n'a pas bougé aujourd'hui. Tu aurais pu l'écrire, elle n'aurait pas bougé d'un iota, quoi. Exactement. Et c'est plutôt rassurant, je trouve. Mais
du coup, le endgame pour nous, c'est de devenir une nouvelle discipline sportive et de révolutionner en même temps le monde de l'e-sport et du gaming et de devenir une nouvelle brique e-sport en fait qui est vraiment reconnue et, au même titre qu'un League of Legends ou un Counter-Strike. Mais aussi finalement d'être considéré comme un sport. D'ailleurs aujourd'hui on fait une vraie différence entre l'e-sport et le sport. Je suis assez convaincu que demain le sport sera très connecté, que l'e-sport sera de plus en plus sportif, physiquement en tout cas, et que peut-être qu'on fera même plus la différence. Et donc nous notre endgame c'est de devenir voilà ce nouveau sport mass market. C'est pour ça que l'international on pourrait dire on fait d'abord l'Espagne, après l'Allemagne, et ça marcherait très bien en termes de PNL, hein, parce qu'au final, d'aller partout, on prend plus de risques, mais en même temps, on a ce time to market, et notre but, si on veut devenir cette discipline consommée par tous, il faut qu'on aille partout à l'international. Donc voilà, c'est faire partie des prochains JO e-sport. Ça existe les JO e-sport ? Ouais, les Saoudiens ont racheté la licence là et les premiers JO e-sport auront lieu en 2027. Donc tu vas quand même te mettre dans cette catégorie-là en essayant de créer une sous-catégorie. Exactement. Ouais. Et moi, je pense qu'Eva aujourd'hui a le potentiel de devenir aussi gros qu'un League of Legends en termes d'écosystème compétitif. Ne serait-ce qu'en France, on a quand même aujourd'hui pas loin de 400 teams qui évoluent en compétition. Là, dimanche, là, d'ailleurs, si vous faites rien, vous êtes les bienvenus à Montreuil. On a la finale de la Ligue 1. Donc, il y a 20 000 € de cash price. Il y a quand même des équipes maintenant qui sont assez pros, qui viennent. Il y a des préparateurs sportifs, des kinés, etc. Ouais, il y a des sponsors. C'est diffusé à la télé. Enfin. Et toi, t'es le gourou dans tout ça, alors quand t'arrives, t'es la star. Ouais, je me suis un peu. Au début, j'étais beaucoup. Je me suis un petit peu retiré parce que je me prenais des messages directs de tous les joueurs, etc. Donc ça devenait ingérable. Mais du coup, maintenant, je laisse ça à mes C-level et notamment Yacine qui est VP Sport. Mais il y a vraiment il y a des buts de supporters qui viennent, etc. Donc en fait, il faut qu'on arrive à reproduire ça à l'international. Et ouais, c'est un vrai sport, Eva. Pour ceux qui ont joué. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, allez voir Jean, il est balèze. Oui, il est un peu stock. C'est la question d'après, c'est qu'est-ce que tu fais pour te détendre? Je pense qu'on n'a pas trop de doute de la réponse. Avant Eva, Jean était pas du tout comme ça. Ça a tout changé. Attends, il y a des interviews réelles de joueurs qui ont perdu 12 kilos en 6 mois en jouant Eva. Vas-y, j'y vais. Tu peux t'abonner, Battle Pass. Tu disais hors micro, donc tu es installé vers La Rochelle. T'as une façon de vivre pour garder la forme, pour être au top, pour vivre les 20 prochaines années d'Eva en pleine forme? C'est vrai que quand j'avais mon agence, on bossait avec tous les grands comptes, etc. Ils avaient leur siège à La Défense ou à Paris, donc c'était pas envisageable en fait de vivre en province. Moi, je suis un énorme fan de sport de glisse, donc ski, wakeboard, kitesurf. Et donc là, mon rêve, c'était d'être au bord de la mer. Et donc, avec Eva a grossi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir... Moi, j'adore mon job de tous les jours parce que aujourd'hui, j'ai une team de C-level qui vraiment gère... qui sont... pas tous, mais qui gèrent vraiment l'opérationnel de manière incroyable. Et donc, au final, et aussi nos clients, finalement, ne sont pas forcément à Paris, voire pas du tout. Et donc, c'est très possible pour moi voilà. Avec le Covid, tout ça, j'ai déménagé à La Rochelle et je reviens bien sûr à Paris très régulièrement, mais ça fonctionne assez bien. Et la qualité de vie là-bas, je vous recommande. En fait, j'ai la chance de pouvoir, par exemple, aller... je finis mon meeting visio à midi, et à midi 10, je suis sur l'eau en kite. C'est ça, le vrai lifestyle. C'est quand même sympa. Stylé. Et est-ce que tu aurais un livre que tu recommanderais aussi à nos éditeurs, que tu penses que ça pourrait en fait, là, moi, c'est ma Bible. Moi, en fait, je trouve que le challenge, et de plus en plus, c'est le recrutement et de trouver les bonnes personnes. Et bon, j'ai lu certaines biographies qui étaient super inspirantes, etc. Mais finalement, le livre que je passe à tout le monde,
tous mes managers, c'est de méthode de A-Player, méthode to recruit, qui est incroyable parce qu'en fait, elle a révolutionné ma façon de recruter et je pense que c'est aussi ce que j'avais pas réussi à faire avec Smart & Geek, de processiser vraiment à fond le recrutement et de réussir à recruter des gens qui vont faire décoller ton business. Et ça, on le dit, mais en fait, on met beaucoup à chaque fois l'entrepreneur en lumière sur la réussite. La vérité, c'est que ta boîte, elle va décoller à un moment donné si tu arrives à recruter des gens qui vont être meilleurs que toi sur plein de sujets. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense, avec Eva ces dernières années. Et donc là, on a vraiment une dream team. Il n'y a pas, je pense, une personne dans Eva qui est pas incroyable. Ouais, puis qui doit être picousé au modèle. Tout le monde est passionné à fond, etc. Je vais faire la conclusion, en tout cas sur un peu tes points de scale et comment tu as réussi cette success story là, qui est bien engagée. Moi, j'ai retenu 3 points. Déjà, tu as eu la vision du e-sport dès le début. Et c'est vrai que tu aurais pu être associé à toutes les salles là, que tu me disais, je vois très bien, ou les laser games que tu as en région pour les teenagers et tout. C'est pas du tout la vision que tu as eue de ce produit-là. Ensuite, je pense que ça serait intéressant de faire un vrai focus là-dessus parce que c'est l'expérience utilisateur, moi, ce qui me marque dans l'échange. Tu es un obsédé de l'expérience client. Quand tu me parles, c'est quoi, la Bible, c'est ça? Enfin, le Bible. Toi, je te l'ai fait en français. Yes, t'as vu, j'avais compris. Non, mais toute cette obsession d'avoir créé la meilleure expérience de jeu possible, c'est absolument canon. En plus, bon, j'ai déjà testé un Eva là, sur Cannes et je vois très bien un peu l'expérience qu'on vit. C'est hyper immersif quand t'arrives, les murs noirs, enfin, même la façon dont on parle le Game Master et tout. Enfin, je trouve que ça se voit que c'est vraiment travaillé. Et troisième point, c'est la culture de franchisé que tu es en train de développer. C'est de dire qu'il n'y a pas que la culture d'entreprise, il y a aussi la culture de la communauté que tu as créée autour de la marque Eva. Et celle-là aussi, elle est aussi importante que la culture de tes collaborateurs. Ouais, ça, on s'en rend compte maintenant, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi, on pense souvent à... Enfin, je pense que le produit, en fait, c'est finalement... Enfin, ça paraît être... tout le monde, on pourrait dire ça, je suis pas en train de révolutionner le business en disant ça, mais en fait... à un moment donné, si t'as pas un bon produit, tu peux pas le vendre. Et en fait, j'ai aussi eu des sociétés, j'ai créé une startup dans le recrutement qui s'appelait Job Around Me. J'avais la vision et je suis convaincu que ce produit d'ailleurs aurait marché, mais j'ai pas réussi à exécuter un produit pour avoir un truc qui tourne vraiment. Et la boîte, on a loupé la deuxième levée de fonds parce qu'on avait plus de cash, etc. Et du coup, avec Eva, en fait, je me suis vraiment mis dans ce mindset où je me suis dit... il faut absolument qu'on ait un banger en termes de produit et ensuite tout le reste va suivre. Je préfère investir dans le produit que dans le marketing en fait, parce que derrière marketer un truc qui est pas top, bah en fait tu dépenses de l'argent mais c'est un feu de paille. Là on sait que les gens vont revenir, donc voilà, l'euro investi finalement rapporte beaucoup plus. Ouais, puis ça se voit que tu as cette sensibilité là au design, à l'expérience client, enfin c'est quelque chose qui est depuis longtemps chez toi quoi en tout cas. C'est vrai qu'on n'a pas trop fait ça en mode étude de marché parce que c'est un océan bleu plus et qu'on a plutôt fait ça on s'est dit si enfin moi j'ai été mon propre client, comment tu kifferais? Le critère c'est est-ce que Jean aime bien le jeu. C'est vrai que c'est un peu restrictif mais ça a fonctionné jusqu'à maintenant. C'était exigeant, ça marche. L'invité? Ouais. Et c'est qui là? Tu t'engages à inviter qui dans le podcast? Après, il y a un contrat signé, enfin, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'il faut que je le convainque de venir derrière. Non, qui t'aura envie vraiment de nous présenter? Quelqu'un que tu trouves inspirant Bah, en fait, je connais quelqu'un d'inspirant qui est un très bon ami à moi et qui m'a coaché, me coach toujours d'ailleurs sur Eva. C'est un ami de base et là, il me coach sur Eva maintenant. Il s'appelle Jonathan Azoulay. Je sais pas si vous... il avait créé Talent.io. Il a énormément apporté au projet. On a fait des stratégies de levée de fonds qui étaient incroyables avec lui. Enfin, franchement, on a fait des trucs assez fous et il m'a vraiment tiré vers le haut. Donc, j'ai cette symbiose avec mes cofondateurs, mais les moments que j'ai avec Jonathan, qui est aussi au board d'Eva, m'ont vraiment permis de passer pas mal de steps hyper importants. Et c'est un super entrepreneur, il a une expérience entrepreneuriale assez dingue. Et ben voilà. Donc je pense que vous avez un très bon podcast. Jonathan, t'es le bienvenu. Eh ben, t'es le bienvenu. Bon, merci beaucoup Jean. Merci, bravo Jean. Ouais, à bientôt. Merci à vous. Ciao.